être capable d'aller chercher de l'argent en subvention, on met de l'argent sur du personnel qui remplit des demandes de subvention. Il va falloir que quelque chose change au Québec. Là. Sans ça, on rentre dans le mur. Il faut développer, il faut développer, il faut développer. Mais est-ce qu'il y a une limite à cela? Je pense que c'est les générations qui nous suivent qui vont nous amener là. Bienvenue à Mères et Mairesses. Dans cet épisode, on va à Deschambault-Grondines, un village à la fois patrimonial et industriel au bord du fleuve, à l'extrémité ouest du comté de Portneuf. Patrimonial à cause de ses maisons, son église, son couvent, son ancien presbytère, son moulin à vent. Mais aussi moderne à cause de son parc industriel destiné aux grandes entreprises comme Alcoa, qui embauche plus de 400 personnes. L'autre particularité de Deschambault-Grondines, c'est qu'elle est faite de deux anciens villages situés à 15 km l'un de l'autre. Vous l'avez deviné, Deschambault et Grondines. Le maire Patrick Bouillet vient d'une lignée de politiciens municipaux. Il a été 12 ans conseiller et est devenu maire en 2021. Depuis notre entrevue à l'été 2024, il a décidé de quitter la scène municipale. Il n'aura donc été maire qu'un seul mandat. Il a fallu que je diminue beaucoup mes heures, moi, à mon travail, avec mon employeur, pour être capable de faire mon travail de maire. J'ai évalué à peu près une vingtaine d'heures par semaine, ce que je fais là, pour la mairie. Des fois, c'est plus. Mais puis j'ai une famille aussi, moi, à m'occuper. Là. Ça prend quelqu'un qui est retraité ou qui a vraiment un emploi d'un faible nombre d'heures par semaine, parce que c'est... Si on veut être disponible, si on veut encourager cette démocratie municipale, être plus transparent, donner de l'information, s'impliquer dans les consultations. Consultations sur le bord du chemin, comme la consultation plus structurée, dans une soirée en bonne et due forme. Ça demande du temps, puis ça prend quelqu'un qui... Moi, je pense, en tout cas, c'est ce que je pense. Ben, avec ma façon de le faire, là. Le patrimoine est une richesse, bien sûr, mais c'est aussi une charge pour la municipalité, qui est propriétaire de plusieurs bâtiments anciens. Les coûts d'entretien sont faramineux. Sans compter que la préservation du patrimoine est aussi contraignante pour les citoyens eux-mêmes. La municipalité a mis l'épaule à la roue en se dotant d'un cadre réglementaire assez musclé. On a ce qu'on appelle un plan d'implantation d'intégration architecturale, qui est un outil d'urbanisme qui est très fort, un PIA. Et nous, le PIA, il s'étend sur toute la 138 de Sainte-Anne-de-Pérade à Portneuf. Donc, Deschambault-Grondines est tout couvert. Ça impose quand même aux propriétaires certaines règles assez strictes. Tu peux pas changer tes fenêtres n'importe comment, même si c'est un bungalow en passant. Là. Alors ça passe mal, c'est sûr, parce qu'il faut l'expliquer. Puis les gens disent « Hey, moi, j'ai acheté un terrain, j'ai une maison, je peux-tu faire ce que je veux avec, s'il vous plaît? » Alors, il faut expliquer le règlement. Écoute, ta maison a une valeur, mais imagine, là, la valeur, tu la préserves si tu restes dans le cadre d'une harmonie paysagère, architecturale. Puis, quand tu es dans un PIA, ça impose que le CCU donne son avis au conseil. Il faut que ça soit traité à la séance du conseil. Donc, tous les dossiers de rénovation, construction sur le chemin du Roi passent tous au conseil municipal. Puis en plus, à ça s'ajoute le fait qu'on a beaucoup de monuments historiques avec des aires de protection, avec des règles particulières. Tous les bâtiments qui sont situés dans le périmètre là, sont touchés par le rayon de 500 pieds tout le tour de l'église. Là. Alors, on doit les traiter de façon spécifique, ces dossiers-là. Puis on rajoute à ça, en plus, qu'à Deschambault-Grondines, comme dans toutes les municipalités, en vertu de notre règlement de zonage, on a un règlement sur les bâtiments patrimoniaux. On a 345 bâtiments qui sont répertoriés. Donc, quand il y a temps de donner un permis, l'inspectrice en bâtiment a dit « Oh, petit bit. Toi, ton bâtiment, il est fiché. Alors, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux pas faire, voici ce qu'on te recommande de faire. » Ça s'ajoute en plus. Alors, je peux comprendre le citoyen, des fois, d'être à bout, là. Mais, donc, il faut expliquer beaucoup. Mais si on n'avait pas ces outils-là, Deschambault-Grondines ressemblerait à n'importe quel autre village, là. Puis c'est pas péjoratif, là, mais tu sais, Saint-Marc-des-Carrières, là, c'est un village de son époque, là, ça a une centaine d'années. Nous, c'est un village de 300 ans. On ne ressemblerait pas à un village de 300 ans, là. Alors, c'est là pour ça, puis ça ajoute à la qualité de vie aussi. Là, je le dis souvent, le patrimoine bien préservé, on va le dire, là, quelque chose d'harmonieux, de beau à voir. C'est bon pour le citoyen autant que pour le visiteur. Là. Ce qui aide Deschambault-Grondines, c'est la présence de l'aluminerie Alcoa. Elle fournit presque le tiers des revenus de taxation de la municipalité. Ça aide à entretenir des bâtiments anciens. Mais l'arrivée de cette grosse usine n'a pas fait l'unanimité. Il a fallu créer un parc industriel spécial. Et pour faire accepter tout ça, on a ajouté des considérations environnementales au parc. Mais
on se souvient, c'est le gouvernement qui a fonctionné par décret, là. Hein, on a passé le bulldozer, là, dans le sens que, au niveau législatif, c'est des billes privées qui ont été adoptées pour créer le parc, pour bypasser l'environnement, pour bypasser la CPTAQ. C'est vraiment ça qui s'est fait, là. Sans ça, il ne serait jamais né, ce parc-là. Alcoa occupe à peu près 150-160 hectares là-dedans. Mais en plus, il y a 400 hectares de zones tampons dans lesquelles on ne peut pas faire de développement industriel. Et ça, c'est des terrains entièrement expropriés. C'est des terres agricoles qui appartiennent à la municipalité de Deschambault-Grondines, qui sont au nord de l'usine. C'est que ça devient un parc éco-industriel. Donc, on développe, oui, un parc industriel, mais en tenant compte du milieu naturel qu'on y retrouve. Ça, c'est nouveau. Autrement dit, quand une entreprise vient chez nous, on n'a pas tout loti à l'avance, là. On ne dit pas « choisis le terrain que tu veux ». Non. On va aller voir avec toi, c'est quoi tes besoins. On va choisir le terrain de moindre impact environnemental en tenant compte des contraintes qu'on a dans notre parc. Parce que chez nous, on a des milieux humides bien intéressants. Il y a également aussi des crêtes rocheuses assez importantes. On veut minimiser le dynamitage. Deuxième aspect, c'est les créneaux. Tout le créneau des énergies renouvelables. Les biogaz, la filière batterie aussi, l'hydrogène, également tout ce qui s'appelle la récupération de chaleur industrielle. Ça, c'est nouveau. On bénéficie d'une aluminerie chez nous qui génère beaucoup de chaleur industrielle. Alors nous, on veut développer une synergie, justement, avec notre aluminerie pour alimenter d'autres entreprises et tirer profit de cette chaleur industrielle qui est, en bout de piste, une façon de faire des économies d'énergie. Hein? La question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que Alcoa n'a pas trop d'influence sur la politique municipale? Comment prendre des décisions neutres quand le tiers de son revenu vient d'une seule entreprise? Ça ne semble pas préoccuper le maire. Je suis au conseil, c'est ma 15e année. Des enjeux discutés politiquement au conseil en lien avec l'aluminerie, à part les quelques soubresauts à l'occasion qu'on voit, la possibilité d'agrandissement, possibilité de deuxième, troisième transformation, il y a peu d'occasions où ils peuvent interférer dans la démocratie municipale, je vous dirais. La réalité, par contre, je l'ai mentionné tantôt, c'est vrai que c'est un levier de financement important. On doit en tenir compte. Mais là, non, on travaille avec eux. Je parlais tantôt là, du parc industriel, de la vision stratégique qui s'appuie sur la synergie qu'on veut créer autour de la récupération de chaleur industrielle. C'est avec eux, ça, là. Ben oui. C'est avec eux, ça. Quand on parle de la chaleur industrielle générée par Alcoa, on avait un chiffre, là, je vais essayer de pas me tromper, mais on disait, si on prenait toute la chaleur industrielle d'Alcoa, puis qu'on la récupérait, puis qu'on faisait un village à proximité, on pourrait alimenter 24 000 maisons. C'est énorme. C'est un projet d'Alcoa à l'origine, la récupération de chaleur industrielle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la chaleur industrielle? Mais là, depuis nous qu'on a adopté notre vision stratégique, on a embauché une agente de développement commercial et industriel qui a un mandat de prospection, et elle est en contact régulier avec Alcoa pour justement pousser à développer ce projet de récupération de chaleur industrielle. Malgré cet impact d'Alcoa, Patrick Bouillet croit, comme les autres maires que nous avons rencontrés, que la façon actuelle de financer les municipalités n'est pas viable. Moi, je fais partie de ceux qui militent pour qu'il y ait une révision, d'ailleurs, du régime fiscal des municipalités au Québec. Je pense qu'on ne peut pas tenir la route. C'est à cause de l'augmentation des dépenses d'opération. Quand on regarde nos dépenses, juste nous, là, depuis 2017, nos dépenses d'opération sont passées de 5,6, 5,4 millions à 6,2. Nos revenus de taxation, pendant le même intervalle, ont évolué de 4,5 à 4,8. Ben, là, ça ne suit pas, là. Le dernier plan triennal des mobilisations, le PTI, qu'on a adopté là, pour le budget 2024, donc 2024, 25, 26, j'ai 13 millions d'investissements là, à faire sur 3 ans. On la prend où, l'argent? On a des surplus, oui, un peu, mais sinon, on va compter sur des subventions. Sinon, ça va être quoi? Des règlements d'emprunt? Si je passe d'un taux, je sais pas moi, un service de la dette de 1 % puis je l'amène à 5-6 %, ça représente quoi, ça, là? Hey, c'est au lieu de 60 000, c'est 300 000. Ça impacte directement le budget de fonctionnement, donc les revenus, donc la taxation. On fait quoi? On taxe davantage. On trouve déjà qu'ils sont déjà assez taxés, nos citoyens et citoyennes. Pour être capable d'aller chercher de l'argent en subvention, ben, il faut mettre de l'argent sur du personnel qui remplit des demandes de subvention. Ça prend du temps énormément. Et c'est qui fait ça? C'est pas le maire, c'est pas un conseiller, une conseillère. C'est notre service de l'administration, c'est notre directeur général, c'est la DG adjointe, c'est la responsable des loisirs ou celui des travaux publics, qui se font aider par le personnel de soutien administratif, qui se font aider par l'urbaniste à l'occasion, par l'agent de développement. Mais quand ils mettent du temps là-dessus, ils ne le mettent pas sur autre chose, là. Il va falloir que quelque chose change au niveau autant du régime fiscal que du système d'évaluation foncière là, au Québec. Là. Sans ça, on rentre dans le mur. En attendant une véritable réforme,
Patrick Bouillet mise, comme d'autres, sur le partage de services entre municipalités. Mais il va plus loin dans la réflexion. Les vraies solutions viables à long terme ne passent pas par la croissance. Nous autres, pour les maires, c'est comme normal, on a toujours besoin de plus d'argent parce que ça coûte toujours plus cher, ce que j'ai expliqué tantôt. Donc, il faut aller chercher des revenus de taxation, que ce soit le parc industriel, que ce soit du développement résidentiel, commercial, peu importe. Il faut développer, il faut développer, il faut développer. Mais est-ce qu'il y a une limite à cela? Je pense que c'est les générations qui nous suivent qui vont nous amener là. On est plus dans des valeurs communautaires plus affirmées, on est dans le partage, on est dans le partage de ressources, on est dans l'esprit de corvée, on va s'aider, on va s'entraider, on va se prêter du matériel. Plutôt que s'acheter du matériel, on va se le prêter. Tu sais, si les besoins sont moindres, on a moins besoin de développer. Moins besoin de développer avec tout ce qui s'ensuit. Quand on développe de nouveaux quartiers résidentiels, ça, c'est très réel. Si on les développe dans le périmètre d'urbanisation, bon, il y a toute la question, l'eau potable. Est-ce qu'on a suffisamment d'eau potable pour ces nouvelles résidences-là? Notre réseau d'égouts, est-ce qu'on a les installations suffisantes pour supporter tout cela? Si on est à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, bien là, on a une régie, nous, chez nous, la régie verte, la régie des matières résiduelles. Bien là, ça ne peut pas accueillir des tonnes et des tonnes et des tonnes de matières qui viennent des différentes fosses septiques sur le territoire. Là. À un moment donné, il va falloir agrandir. Quand on agrandit, il y a des coûts à ça. C'est refacturé aux municipalités via les codes-parts de la régie. Pouf! Et là, bien, arrive aussi toute la question de la densification dans les quartiers résidentiels. En ville, c'est facile. On dit on va bâtir du 20 étages au lieu du 10, du 12. Mais en campagne, on fait quoi? Est-ce qu'on fait du... Ici, on a du 2 étages d'occupation. On fait quoi? Du 5, 6 étages dans un village patrimonial comme Deschambault? Est-ce qu'on va faire ça vraiment? Et on parle beaucoup des unités d'habitation accessoires, les UHA. Ça, c'est par exemple, vous avez une remise derrière la maison. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas accepter au niveau du zonage que cette remise-là devienne un logement? C'est les isolé, puis on l'isole. On pourrait récupérer des bâtiments secondaires pour en faire des... Bon, ça, c'est un exemple. Tout le domaine de la mini-maison également. On va le tester, nous, dans notre futur développement qu'on fait à Grondines, développement Guilbeault. C'est le seul projet de développement résidentiel qu'on a, là, puis ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle. Une vingtaine d'unités d'habitation, puis il y en a une dizaine sur le lot que ça va être de la mini-maison. Aussi, tout le domaine de le bigénérationnel. On va faire beaucoup de bigénérationnel dans le développement Guilbeault. Il faut essayer d'en faire un peu partout sur le territoire davantage. Ça aussi, ça permet d'aller chercher, de maximiser les espaces qu'on a. Pour terminer, on a abordé avec Patrick Bouillet la question de la démocratie municipale. J'aime travailler avec les citoyens. Moi, je carbure, dans le fond, avec le citoyen, avec ce qui m'amène comme input. Là. Ça se reflète même dans nos séances du conseil. Les chaises sont près des tables des conseillers. 20 minutes avant chaque séance, on ouvre les portes. Et les élus sont à l'arrière de la salle. On accueille les citoyens et les citoyennes. On prend le temps de discuter avec eux. Ça, c'est très apprécié des citoyens et des citoyennes. On a 15 à 20 personnes en moyenne, à peu près. Je dis, oui, il y en a qui viennent à l'occasion parce qu'ils ont des récriminations, des demandes à faire. Mais il y en a qui viennent parce qu'ils s'intéressent à la chose municipale. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Il faut donner une image favorable de ce qu'est l'élu municipal. Elle a été malmenée, l'image de l'élu municipal. Alors, on essaie de redorer un peu le blason. On va permettre pas juste des questions, mais le commentaire, la proposition, la suggestion. Puis ça, il y en a souvent. En fait, il y a autant de commentaires que de questions dans nos périodes de questions. Ça, c'est parce qu'on accepte en passant de le faire. Parce que normalement, là, au sens du Code municipal, ce qui encadre les périodes de questions, ça devrait être uniquement des questions. Alors, si moi, j'étais un maire plus directif, je dirais, « Monsieur, madame, c'est quoi votre question? » Oui, c'est beau, c'est gentil, là, mais quelle est votre question? On ne fait pas ça. Ils amènent des commentaires, on les prend. Des fois, il y a des mots juste de belles suggestions qui nous sont faites, des belles propositions. Puis même dans la deuxième période de questions, les gens écoutent ce qui s'est passé, puis « Hey, avez-vous pensé à telle chose? » Oui, on va le prendre en note. Alors, nos périodes de questions deviennent souvent un peu de la consultation. Ça fait des séances qui sont longues, on va se le dire. Là. Nos séances du conseil durent 1h15, 1h20 en moyenne. S'il y a un élu qui n'est pas d'accord, il le dit, là, puis je le sais des fois dans un caucus que tel élu, par exemple, n'est pas d'accord avec tel projet. Alors, quand il y a le temps de voter, là, je demande est-ce que c'est à l'unanimité? À toutes les fois, je demande une résolution. Est-ce que c'est à l'unanimité? Puis là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire c'est sûr, là? Sûr? Puis là, il se lance. Parce que je sais, moi, qu'il peut avoir une opposition, puis il va le mentionner. Puis, à la période des questions, quelqu'un peut dire j'aimerais savoir pourquoi tel conseiller a manifesté sa dissidence. Monsieur le conseiller, allez-y. Puis il l'explique. Mais on ne peut pas faire les débats. Si on faisait tous nos débats avec les ordres du jour qu'on a, on perdrait tous les joueurs parce que les gens disent ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop long, on ne vient plus. Ça n'encouragerait pas la démocratie municipale. Ça serait un couteau à deux tranchants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.